Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pendant plusieurs siècles, les gens étaient convaincus que la licorne existait réellement. La corne de la licorne valait plusieurs fois le prix de l'or et elle était utilisée comme remède et conservée dans les trésors royaux comme l'une des lyriques les plus précieuses. Et pourtant, plusieurs questions se posent. Si la licorne était un animal réel, pourquoi personne ne parvenait-il pas à la capturer? Comment les gens savaient-ils à quoi elle ressemblait? Et pourquoi, malgré l'absence de preuves solides, son existence ne faisait-il presque aucun doute? Je vous invite à la découvrir ensemble. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner. C'est la meilleure façon de soutenir notre jeune chaîne. Sur ce, c'est parti. Les images d'un animal extrêmement semblable à la licorne apparaissent pour la première fois il y a environ 4000 ans, en Inde. Un peu plus tard, les informations à son sujet se répandront en Asie occidentale. Il est possible que cette fameuse licorne a été le rhinocéros indien. Quoi qu'il en soit, lorsque le récit sur cette créature mythique entre dans les civilisations occidentales, c'est-à-dire dans la Grèce antique et la Rome antique, personne ne doutait de l'existence de licorne. C'est juste que cet animal n'existait pas en Europe. Les Grecs, lorsqu'ils parlaient de la licorne, ne pouvaient donc s'appuyer que sur les récits et les textes des voyageurs qui leur étaient parvenus. Le premier à avoir apporté en Grèce des informations sur la licorne fut Ctésias de Cnide, médecin à la cour des Perses. Ctésias lui-même ne s'est jamais rendu en Inde et ne pouvait donc pas avoir vu de licorne. Il a consigné toutes ces informations sur cet animal en Perse, où il a vécu pendant 17 ans, et a eu accès à la bibliothèque royale dans laquelle étaient conservés les récits de voyageurs. Dans son ouvrage Indica, Ctésias décrivait les licornes comme des ânes sauvages, mais de taille d'un cheval. Selon lui, le corps de l'animal était blanc, tandis que sa tête était rouge. Il avait également les yeux bleus. Sur son front se dressait une corne d'environ un demi-mètre de longue. À sa base, elle était blanche, noire en son milieu et rouge pourpre à son extrémité. C'est également Ctésias qui mentionne pour la première fois que la corne de licorne possède des pouvoirs curatifs et que, réduite en poudre, elle est capable de protéger une personne contre n'importe quel poison. C'est ainsi que tout a commencé. Les lacunes dans les connaissances sur les licornes furent ensuite comblées par les romans, plus précisément par une personne, Claude Elian. Dans son ouvrage La personnalité des animaux, il distingue pas moins de deux espèces de licornes. La première correspond aux ânes décrites par Ctésias. J'ai appris qu'il naissait en Inde des ânes dont la taille n'est pas inférieure à celle des chevaux. Tout leur corps est blanc, sauf leur tête, qui se rapproche du pourpre, et leurs yeux, qui diffusent une couleur bleu foncé. Ils ont sur le front une corne qui atteint bien une coudée et demie de long. La base de la corne est blanche, la pointe rouge vif, et la partie médiane d'un noir profond. J'ai entendu dire que des Indiens buvaient dans ces cornes polychromes, mais pas tous, seulement les notables. Et il paraît que l'homme qui a bu dans cette corne ignore les maladies incurables et n'en souffre pas. Jamais il ne sera saisi de convulsions ou anéanti par des poisons. Et le second, en revanche, se démarque. On raconte qu'il y a dans cette faune un animal unicorne qu'ils appellent Cartazonos. Il a la taille et la crinière d'un cheval adulte, un pelage roux et jouit de pattes excellentes. Ses pieds sont comme ceux de l'éléphant, dépourvus d'articulation, et il a une queue de cochon. Planté entre ses sourcils, il possède une corne proéminente qui n'est pas lisse, mais vrillée de façon tout à fait naturelle et qui est de couleur noire. On raconte que cette corne est extrêmement pointue. D'après mes informations, cet animal a la voix la plus discordante et la plus sonore qui soit. D'autres auteurs antiques en ont également parlé, notamment Pline l'Ancien et Solon. Mais c'est après son apparition, dans l'un des textes les plus importants de l'histoire de l'humanité, la Bible, que l'on commence véritablement à croire à la licorne. La présence de la licorne dans les Écritures a constitué pour beaucoup la preuve la plus convaincante de son existence. Mais comment cela a été possible? En effet, c'est assez simple. Je pense que toute traduction est aussi une interprétation. Les traducteurs sont inévitablement confrontés à des mots dont le sens exact s'est perdu avec le temps. Dans le plus ancien texte de la Bible, rédigé en hébreu, apparaît un animal appelé rem. Aujourd'hui, les chercheurs estiment que ce terme pouvait désigner un taureau sauvage, un buffle ou un autre grand bovidé. Par la suite, le texte fut traduit en grec ancien. Dans cette version grecque, le mystérieux rem devient monocéros, c'est-à-dire animal à une seule corne. Toutefois, ce mot ne désignait pas forcément de licorne. Il pouvait encore s'agir d'un rhinocéros ou d'un bovidé sauvage. Vient ensuite la tour de la traduction latine. En travaillant sur la Vulgate, Saint Jérôme se trouve confronté à la même question. Quel animal se cache réellement derrière son nom? Certains historiens pensent qu'il traduisait directement depuis hébreu et donc cherchait à comprendre le sens du mot rem. D'autres estiment que c'est le terme grec monocéros qui l'a laissé perplexe. Quoi qu'il en soit, Jérôme a décidé d'utiliser le mot latin unicornis. Plus tard, ce terme donne en français le mot que nous connaissons aujourd'hui, licorne. C'est comme ça qu'est née la licorne, telle que nous la connaissons. Et pour un homme du Moyen Âge,
Cela suffisait largement pour croire à l'existence de cet animal extraordinaire. Peu à peu, la licorne se voit attribuer un certain nombre de caractéristiques particulières. Pour les comprendre, il faut ici mentionner un autre texte important, le Physiologo. Le Physiologo est un texte le plus répandu de la christianisme primitif. C'est un recueil consacré aux animaux, aux oiseaux, aux plantes et aux minéraux. Chaque chapitre décrit d'une part une créature particulière et d'autre part en explique les significations, selon le point de vue de la doctrine chrétienne. Le Physiologo, du coup, fixe les deux principales caractéristiques de la licorne. La première est les propriétés magiques de sa corne, capable de protéger son possesseur contre n'importe quel poison. Et la deuxième, la confiance particulière que fait la licorne envers les jeunes filles vierges. Selon le Physiologo, la licorne était un animal tellement sauvage, dangereux et féroce qu'aucun chasseur ne pouvait la capturer. Cependant, elle possédait une faiblesse. Lorsque une jeune fille vierge se retrouvait seule dans la forêt, la bête sortait de sa cachette, s'approchait d'elle, posait sa tête sur ses genoux et s'endormait. C'est à ce moment-là qu'il devenait possible de la capturer sans difficulté. Ce récit acquit rapidement une signification symbolique. Pour les auteurs chrétiens, la licorne devient une image du Christ, tandis que la jeune vierge représente la Vierge Marie. C'est comme ça que l'histoire de la capture de licorne se transforme en une allégorie de la passion du Christ. Ce thème a connu une diffusion extrêmement large dans l'art du Moyen-Âge et de la Renaissance. L'une des œuvres les plus célèbres et les plus détaillées consacrées à ce sujet est la série de tapisseries La chasse à la licorne, réalisée au tournant du XVe et XVIe siècle. Aujourd'hui, cet ensemble est conservé au Musée métropolitain à New York. La série se compose de 7 tapisseries qui racontent successivement l'histoire de la chasse à la licorne. Sous les yeux du spectateur, se déploie tout un récit. Les chasseurs repèrent la licorne, la poursuivent avec leurs chiens, l'encerclent, la blessent et finissent par la conduire à la cour. Vers la fin du Moyen-Âge, l'image de la licorne commence à connaître une transformation grâce à l'apparition de la culture courtoise. La licorne donc perd ses connotations religieuses et commence à être perçue comme un symbole de l'amour idéalisé, de la fidélité, de la pureté inaccessible de la bien-aimée. La licorne devient l'image du chevalier amoureux, vaincu par la beauté de la dame de son cœur. Désormais, ce sont les sentiments, la passion et le service rendu à la dame qui prennent le premier plan. L'apogée de cette culture est représentée par le célèbre cycle de 6 tapisseries La Dame à la licorne, conservé au musée de Cluny à Paris. Selon l'interprétation la plus répandue, 5 de ces tapisseries sont consacrées aux 5 sens: la vue, l'œil, le goût, l'odorat et le toucher. La signification de la 6e teinture, qui porte l'inscription à mon seul désir, reste un sujet à débat. Ici, la licorne n'est plus un symbole religieux, ni un personnage issu de vestiaire, mais le compagnon raffiné d'une noble dame, l'incarnation de l'amour et de la pureté, et de l'idéal chevaleresque du service à la dame. Des créatures semblables à la licorne apparaissent également dans les traditions du peuple d'Asie et du monde arabe. La licorne arabe était appelée Karkadan, un homme que l'on traduit parfois par seigneur du désert. Créature féroce, elle a de nombreuses similitudes avec les descriptions antiques de la licorne. On lui attribuait l'apparence de différents animaux: taureau, cerf, cheval ou antilope. Quant aux licornes asiatiques, ils ressemblent beaucoup moins à leurs homologues européens. Ainsi, le qilin chinois est plus proche à une chimère. Il possède le corps d'un cheval, les pattes d'un cerf et la queue d'un bœuf. D'ailleurs, il est décrit comme un animal paisible, associé à la sagesse, à l'harmonie et à la fécondité. Mais tout cela concerne l'image de la licorne dans l'art. Et pourtant, pendant des siècles, les gens étaient convaincus de posséder entre leurs mains des preuves de bien réelles de l'existence de licorne. Et la plus importante d'entre elles était la corne de la licorne. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, la corne de licorne comptait parmi les objets les plus précieux et les plus mystérieux. On lui attribuait le pouvoir de détecter les poisons, de purifier l'eau et de guérir de nombreuses maladies. On croyait que si l'on plaçait une corne de licorne à la proximité du poison, il se mettait à changer de couleur, à chauffer et même à dégager une odeur insupportable. C'est précisément pour cette raison qu'à partir du XIIIe siècle, la corne de licorne devient en Europe un talisman d'une valeur inestimable pour lequel on était prêt à payer des sommes astronomiques. Heureusement, pour protéger contre le poison, la corne n'avait pas besoin d'être entière. Un simple fragment suffisait. Et lorsqu'un heureux propriétaire parvenait finalement à se procurer de cette fameuse corne, il n'hésitait pas à la transformer en coupe, en sceptre, en couteau, en pendentif ou encore à l'incruster dans la vaisselle. La corne de licorne était également largement utilisée en médecine et en pharmacie. On lui attribuait la capacité de guérir la rougeole, les fièvres et les douleurs, et même la peste. Les remèdes à base de corne de licorne se présentaient généralement sous 2 formes: la corne réduite en poudre et l'eau licornée, eau ordinaire dans laquelle était censé avoir macéré un morceau de corne de licorne. Les prix de ces médicaments ne cessaient d'augmenter. Par exemple,
vers 1580, on payait la corne de licorne jusqu'à 11 fois son poids en or. Imagine qu'une question vous vient maintenant à l'esprit. Comment cela était-il possible? Et qu'était donc cet objet vendu à des prix aussi exorbitants? La réponse est simple. Les cornes de licorne existaient bel et bien. On pouvait les voir, les toucher et même les acheter. Mais ils n'appartenaient pas à des licornes. En réalité, sous le nom de cornes de licorne arrivaient en Europe des défenses des rares animaux arctiques vivant dans les mers du Nord. Leur longue défense torsadée ressemblait énormément à la corne représentée par les artistes dans la peinture et la miniature. Parfois, des défenses d'éléphants étaient également présentées comme des cornes de licorne. Quoi qu'il en soit, l'arrivée régulière de ces objets rares en Europe constituait, aux yeux de beaucoup, une preuve supplémentaire de l'existence réelle des licornes, mais jusqu'à un certain point. Dès le XVIe et XVIIe siècle, médecins et savants ont commencé à se poser une question. La corne de licorne possédait-elle réellement ses vertus miraculeuses? Et si oui, comment le vérifier? Le premier à remettre en cause les vertus médicales de la corne a été le médecin français Ambroise Paré, considéré aujourd'hui comme le père de la chirurgie moderne. Médecin des rois, Paré avait accès à la légendaire corne de licorne conservée à l'abbaye de Saint-Denis. La confiance que l'on accordait aux praticiens était telle que le roi lui a même permis d'effectuer plusieurs expériences avec cette précieuse relique. Il a plongé la corne dans une récipient remplie de grenouilles. Il faut préciser qu'à cette époque, les grenouilles étaient considérées comme les animaux les plus impurs. Et oh horreur, l'eau n'est pas s'est mis à bouillir, et les grenouilles sont restées parfaitement vivantes. Ensuite, il a pris de l'eau licornée et a tracé avec celle-ci un cercle autour du scorpion. Et encore une fois, les animaux ont franchi l'obstacle sans la moindre difficulté. C'est donc comme ça que Paré a conclu que la corne de licorne ne protégeait pas forcément de poison. Inspiré par ces expériences, Ambroise Paré publie en 1582 un traité, Discours de la licorne, dans lequel il révèle de nombreuses incohérences dans toutes les descriptions de la licorne, de son apparence et de son caractère. Il détaille également l'ensemble des expériences réalisées avec la corne et conclut que très probablement la corne n'était pas un antidote universel. Mais malheureusement, après sa publication, le traité de Paré n'a pas pu convaincre ses contemporains. Il a juste semé les premières graines de doute dans les esprits des gens réfléchis. En 1663, les partisans de l'existence de la licorne ont reçu une preuve irréfutable de son existence. Dans les montagnes du Harz, près de Quedlinburg, des ouvriers travaillant à l'extraction du gypse ont découvert des restes osseux inhabituels. Le naturaliste allemand Otto von Guericke a étudié cette découverte et a conclu qu'il s'agissait du squelette de la légendaire licorne. Le crâne de cet animal avait une corne de près d'1,5 mètre de longue. Des gravures représentant cette créature mystérieuse se sont rapidement répandues dans toute l'Europe, et la découverte a suscité un immense intérêt parmi les savants et les amateurs d'antiquité. L'histoire de la licorne de Quedlinburg a été même mentionnée par Leibniz. Aujourd'hui, nous savons qu'aucune licorne n'avait été découverte. Le squelette était en réalité une reconstruction erronée, assemblée à partir des ossements de différents animaux. La corne appartenait très probablement à un fragment de défense de mammouth, mais au XVIIe siècle, on ne connaissait pas encore l'existence de mammouth, et cette interprétation semblait parfaitement crédible. Mais le progrès scientifique était déjà en marche et ne pouvait plus être arrêté. En 1638, le naturaliste danois Ole Worm a étudié en détail le narwal et a démontré de manière convaincante que le célèbre corne de licorne a été en réalité la défense de mâle de cet animal arctique. Mais même après cette découverte, la croyance en la licorne n'a pas immédiatement disparu. Beaucoup ont encore pensé que le narwal n'expliquait l'origine que d'une partie des cornes, tandis que le véritable licorne a encore pu exister quelque part dans les terres inexplorées. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que la communauté scientifique est parvenue à un consensus. En 1704, le savant Michael Bernard Valentini a comparé de manière explicite la défense de narwal aux soi-disant cornes de licorne. Oui, l'encyclopédie de Diderot et de Lambert a affirmé en 1751 que les cornes de licorne exposées dans les collections et vendues comme des curiosités étaient en réalité des défenses de poissons, et la licorne en soi était une créature mythique et n'a jamais existé. Quand on a compris que la principale preuve matérielle de l'existence de la licorne appartenait en réalité à un animal marin, la croyance en cette créature mythique s'est effondrée. La licorne est passée progressivement du monde réel au monde des contes et des légendes. Voilà une histoire. C'était Lisa de Crayon Fou. Merci d'avoir regardé notre premier film jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous laisser les commentaires et mettre les likes si vous avez aimé la vidéo. Et on vous dit à bientôt.